Tirailleurs sénégalais, les figurants africains menacés d'expulsion. Paris fuit-il ces démons? Nous nous interrogeons. Tirailleurs sénégalais, les figurants africains menacés d'expulsion. Paris fuit-il ces démons? La voie des préceptes est longue, la voie d'exemple est plus courte et plus sûre. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. 4 jeunes Africains, oui, mesdames, messieurs, vivant dans les Ardennes, où s'est tournée cette plongée dans la Grande Guerre portée par Omar Sy, sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Pour Réseau Éducation sans frontières, c'est une tragique ironie de l'histoire et de l'histoire. 4 jeunes hommes africains arrivés en France il y a plusieurs années et ayant fait de la figuration pour le film historique porté par Omar Sy, Tirailleurs, ont reçu depuis le tournage du drame une obligation de quitter le territoire français dans les plus brefs délais. RESF précise que ces jeunes originaires du Mali ou encore de Côte d'Ivoire sont arrivés dans les Ardennes où s'est tourné le long métrage depuis quasiment 5 ans pour les plus anciens. Bien intégrés, ils travaillent dans des grandes entreprises de la région, dans des métiers qu'on pourrait dire en tension et de déplorer. C'est une histoire de papier qui les rattrape alors qu'ils sont là depuis plusieurs années. Petit-fils de tirailleurs, arrière-petit-fils de tirailleurs, jouant dans un film sur les tirailleurs et aujourd'hui obligé de partir. Sorti en France mercredi. Oui, mesdames, messieurs, Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec l'acteur Omar Sy raconte l'histoire de Tierno, recruté de force dans un village sénégalais par l'armée française en 1917 et de son père qui s'enrôle volontairement pour veiller sur lui dans ce saut vers l'inconnu, la découverte de la France, plongée dans l'enfer de la Grande Guerre. Créé par Napoléon III en 1857 au Sénégal, d'où son nom, le corps d'infanterie des tirailleurs, s'est ensuite élargi dans son recrutement à des hommes d'autres régions d'Afrique occidentale et centrale conquises par la France à la fin du 19e siècle. Les tirailleurs furent plus de 200 000 à se battre lors de la Première Guerre mondiale, plus de 200 000 également lors de la Seconde Guerre et plus de 100 000 en Indochine. Avec ce film, c'est l'une des premières fois de leur histoire qui est portée à l'écran. En début d'année, le gouvernement français avait annoncé que la vingtaine des derniers tirailleurs sénégalais encore en vie pourront rentrer dans leur pays d'origine tout en touchant le minimum vieillesse. La France fuit ses démons. Qu'attendent les Africains pour porter plainte à la France pour tous les crimes qu'elle a commis en Afrique? Il faut aujourd'hui que la France soit obligée de payer pour chaque Africain qui est mort pour elle et pour tous les crimes qu'elle a commis sur le continent noir. Nous nous interrogeons donc, tirailleurs sénégalais, les figurants africains menacés d'expulsion. Paris fuit-il ces démons? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, il est sociologue et enseignant à l'université de Douala. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos et bonjour aux milliards de téléspectateurs que nous avons. Nous savons que les algorithmes qui ont été développés pour limiter notre audience ne fonctionnent que pour ceux qui aiment l'illusion de leur contentement. Nous savons que ils sont nombreux, c'est des milliards. Leur disons merci, le combat continue et nous allons vaincre. Bienvenue à vous, Jonathan Batengene, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous parlons de tirailleurs sénégalais, les figurants africains menacés d'expulsion. Paris fuit-il ces démons? Ils sont donc 4 jeunes Africains originaires du Mali et surtout de la Côte d'Ivoire qui ont joué dans le film d'Omar Sy, de M. Vadepied d'ailleurs, avec Omar Sy comme acteur principal. Omar Sy lui-même encore est toujours englué dans une polémique depuis quelques jours justement du côté de la France. Est-ce le racisme qui revient à grande échelle ou alors Paris ne veut plus entendre parler des gens qui l'ont sauvé de la Grande Guerre? C'est pire que le racisme. On a affaire avec quelque chose qui dépasse le racisme. C'est une conception profondément enfouie dans l'inconscient collectif occidental. Cette conception que l'Africain n'a
pas de valeur. N'a pas d'âme. Oui, et qu'il reçoit tout de l'Occident. D'ailleurs, ils sont dans la continuité du poème de Kipling sur l'impérieux devoir, le divin devoir de l'occidental civilisé, le nègre. Pourquoi? Quand vous regardez les discours des hommes politiques français, il y a un leitmotiv. C'est de dire toujours, la France a donné, la France a pris la diversité, la France a renforcé sa diversité, la France met à la disposition des immigrés. Donc en fait, le narratif, c'est donner l'impression que la France donne. La France est généreuse. La France se targue donc d'être le berceau par excellence de l'humanisme. Mais ce tintamarre de béatitude sur soi s'accommode mal de tout discours qui vise à rappeler à la France ce qu'elle a reçu. Et le film d'Omar Sy ne gêne pas seulement pour des questions liées au racisme, qui est fondamentalement à la racine de toute cette critique. C'est que c'est un film qui détruit la conception suivant laquelle les peuples africains doivent tout à la France. Parce que si on rentre dans l'époque où tout se déroule, 1939, l'Europe entière, du moins la plus grande partie de l'Europe de l'Ouest, du Sud, tombe sous le contrôle de l'Allemagne nazie. C'est dire qu'à partir de cet instant, la langue de communication en Europe, c'est l'allemand. Le pays qui organise la vie politique, la vie publique en Europe, c'est l'Allemagne. Des pays abandonnent leur souveraineté. C'est le cas du régime de Vichy, qui cède sa souveraineté en signant des accords pour préserver au moins l'honorabilité de la France. En fait, préserver par des destructions inutiles, parce que de toutes les manières, ils allaient perdre la guerre. Donc, Pétain, un bon maréchal, qui avait compris que les moyens militaires en face étaient supérieurs, il dit au moins laissons notre ville, elle sera belle, et puis on ne va pas perdre nos concitoyens inutilement en nous battant. Nous allons de toutes les manières perdre. On peut l'accuser d'avoir signé cet accord, mais il était réaliste. Vous n'allez pas accepter qu'on vous tue, alors que on vous tue sauvagement, alors que de toutes les manières, votre adversaire a prévu vous tuer. Bon. Il dit, moi je préfère me soumettre. Les gens diront, c'est lâche. Il était réaliste. Donc, Pétain a bradé la souveraineté de la France sous la pression des armes allemandes. La France, donc, du point de vue international, cesse d'être un État libre et devient une colonie allemande. Il faut que les gens comprennent un peu la situation. L'Allemagne a colonisé tout le reste. Ça veut dire que les Français devaient désormais dépendre de l'Allemagne. Quand De Gaulle lance l'appel de 1940, depuis Londres, et qu'il vient collecter les troupes africaines, parce que Churchill lui donne les moyens, les navires pour venir collecter les troupes africaines qui pourraient l'aider à mener cette résistance. De Gaulle lui-même dit une chose, la France libre, écoutons, hein, De Gaulle dit la France libre doit naître sur un territoire libre. Il pose une condition.
Donc en fait, lui-même comprend que la liberté, là, ça n'existe plus sur le territoire de la France. C'est fini. Et c'est ici à Douala, nous n'avons de cesse de le répéter. À Bonandio. À Bonandio. Sur le plateau Jos. À la chambre de commerce. La chambre de commerce. Oui. Où il est mentionné. Sur le fronton est mentionné. Ici est née la France libre le 27 août 1940. La France libre. Prenons cette petite expression. Ça veut dire que la liberté qui est le premier élément de la devise française, c'est fraternité, égalité, liberté. Le dernier élément de la devise française, la liberté, qui est donc l'élément cardinal même pour la France. Elle la doit aux Africains. Le crime d'Omar Sy, au-delà du racisme et de façon même raciste, c'est que ceux-là veulent occulter cette réalité. Que non, ce n'est pas les États-Unis comme vous regardez là, ou du moins pas seulement. Vous devez votre liberté aux Africains. Omar Sy leur rappelle que quand on dit que la France est libre là, c'est nous, les nègres. Ce que vous dites que vous accueillez, dont Nicolas Sarkozy se targuait dans un langage méprisant, en disant la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ces misérables, ces pieds nus, ces va-nu-pieds, comme il disait, qui ont libéré la France. Et donc, dans l'inconscient collectif, comme c'est une vérité qu'on a longtemps refoulée, qu'on a même occultée, et dont De Gaulle avait voulu faire une page minime, en venant faire défiler ceux qui n'avaient pas combattu, en n'invitant pas les armées africaines à venir défiler sur la place du 14 juillet, chaque année, pendant qu'il était là. Lui, De Gaulle, qui devait tout aux Africains et qui leur a aussi refusé tout, c'est lui qui a orchestré ce drame de la mémoire collective. Il a conjuré cette réalité historique. Et les petits Français qui sont empestrés dans cette lecture tout à fait fausse de l'histoire même de la France, se sentent heurtés de la voir. Mais s'ils regardent les nègres comme de la nausée, qu'ils comprennent que leur histoire est donc profondément nauséabonde, parce que c'est les nègres qui ont contribué à libérer la France. Vous parlez de ceux qui vont être... On les menace d'expulsion. Menacés d'expulsion, 4 jeunes Africains qui vivent en France depuis plus de 5 ans, voilà, dans les Ardennes. C'est les gens qui nous disent souvent, moi j'ai grandi dans ce narratif, où quand on arrêtait un journaliste, on disait, en Afrique, on disait, ça c'est République bananière. On disait République bananière. Et j'avais demandé un jour à mon maître de corps primaire, République bananière, ça veut dire quoi? Que les bananiers poussent beaucoup. Et j'avais l'image des plantations de Njombe Pendia. Je dis peut-être que c'est parce qu'il y a trop de bananiers chez nous. Mais il dit non, ça veut dire que votre République, vous ne respectez pas les droits, vous ne respectez pas... Ah, ok. La liberté. Et on ne respecte pas la liberté. Aujourd'hui, on voit que la vraie République bananière, les vraies Républiques bananières sont en Occident. Donc des gens, parce qu'ils ont joué, leur métier c'est quoi? La comédie. Et le métier de comédien c'est quoi? C'est la représentation. C'est aussi basique que ça. C'est une affaire qui date de l'Antiquité, depuis nos ancêtres égyptiens. Un travail de représentation n'est pas un travail politique. C'est un travail simplement d'acteur. Il joue une scène, il joue un rôle. Il incarne un personnage. Pourquoi lui imputer dans ce jeu qui est
purement de l'art, pourquoi lui imputer une responsabilité politique? Donc, au fond, l'Occident nous passe un message. Dans leur bananiérisation de la République, nous aussi, on devrait regarder quel genre de cinéma nos acteurs jouent. Ceux qui incarnent les personnages de dictature, hein? C'est-à-dire ils incarnent un chef d'État, comme on a vu des films, les colonels Bobo, qui ironisent sur les pouvoirs en Afrique. On pourrait aussi les interdire les territoires africains. Pourquoi eux, ils peuvent jouer des rôles où ils ironisent, où ils tournent au ridicule les fonctions présidentielles en Afrique, et ils interdisent qu'on joue même un personnage vrai de leur propre histoire, simplement parce que ça les blesse? C'est que l'Occident ne croit pas à la liberté. L'Occident est foncièrement dominé par une classe dictatoriale. C'est une classe raciste. Cette classe, c'est l'oligarchie états-unienne avec ses satellites en Occident. C'est cette oligarchie qui veut à tout prix occulter le rôle de l'Africain parce qu'elle veut s'approprier le monopole de l'histoire. C'est cette oligarchie qui pilote les programmes d'histoire dans le monde à travers l'UNESCO, l'UNICEF et les autres organismes qui interviennent dans l'éducation. C'est cette oligarchie qui impulse les politiques publiques dans les pays occidentaux. C'est cette oligarchie qui finance le cinéma. Et c'est cette oligarchie qui veut se dresser contre Omar Sy. Et puisqu'elle sait que si elle se dresse contre lui directement dans l'industrie du cinéma, ça va lui donner plus d'écho, elle utilise les canaux de la communication de masse. Et malheureusement, avec un peuple dont le système éducatif ne leur a pas permis de connaître leur histoire, c'est facile d'instrumentaliser ces pauvres journalistes. Je leur plains, ces journalistes. C'est leur niveau d'éducation, d'instruction, qui ne leur permet pas de percevoir la réalité. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'erreur. Pendant que nous, on leur pose des critiques, ils croient qu'ils sont en train de faire un bon travail, un travail salutaire. Moi, j'ai vu deux papas, des journalistes, vous voyez deux messieurs d'âge avancé, qui posent des questions à Omar Sy, avec beaucoup de curiosité. Et vous vous posez des questions, mais ceux-ci, c'est quoi leur problème? Ils ne comprennent pas que c'est la vérité. Aujourd'hui, Omar Sy est devenu le punching ball de toute la France, de toutes les télévisions. D'ailleurs, on déclare haut et fort que ce qu'il faisait, c'est parce que c'est la France qui l'a accueilli, la France l'a fait, la France l'a formé. Et même si aujourd'hui il est aux États-Unis, c'est toujours grâce à la France. C'est d'ailleurs le narratif qu'on écoute aujourd'hui dans toutes les télévisions françaises. C'est ce qu'on disait d'entrée de jeu. La France donne toujours, la France généreuse, la France forme. Vous n'avez jamais de talent. Même le talent, c'est la France qui vous donne ça. L'air que vous respirez, c'est la France qui vous donne ça. Vos poumons, c'est la France qui vous les vous donne. C'est ça. Même votre intelligence, vous comprenez à quel point c'est... Mais sa réponse, c'est tellement raciste que finalement, je comprends, et nous pouvons comprendre, hein, Emmanuel Macron, quand il dit que quand nous défendons l'Afrique, là, c'est les Russes qui nous donnent de l'argent. Pour eux, le nègre, ils sont dans les thèses de Gobineau. Hein. Le nègre est incapable de réfléchir. Non, le nègre n'a aucun talent, il n'a rien. Le noir, là, c'est de la machine à travailler. C'est des muscles pour le travail. C'est des muscles pour le sport, pour l'athlétisme, pour le football. C'est ça, le nègre. C'est ça, l'Africain à leurs yeux. Et c'est cette idée qui les travaille de l'intérieur. C'est pour ça qu'il nie à Omar Sy tout le talent que pourtant il a exprimé. Moi, j'ai vu Omar Sy, on le voyait, c'était sur Canal+. À l'époque, ce n'était pas détenu par le négrier Bolloré. Omar et Fred. C'est Omar et Fred, avec leur fameux coup de fil. Quand il les faisait rire, c'était amusant. Et d'ailleurs, il voulait le confiner à un rôle de comique. Oui. Le nègre, c'est fait pour faire, c'est fait pour rire. Hein. L'Africain. Oui. Vous avez vu, Gad Elmaleh, tu dois faire rire.
Jamel Debbouze, faites rire. Et derrière, ils ont pris une bande. On leur a même réservé ce couloir. On dit, bon, les Ahmed Silla, Thomas Guidjol, même votre cinéma, ça doit faire rire. Quand vous rentrez déjà, oui, ça fait rire. Mais vous avez vu ce qui est arrivé à Dieudonné. Dès qu'il a commencé à s'intéresser aux questions sérieuses, on dit, ah non, non, tu sors de ton champ. C'est-à-dire le nègre, soit il amuse. Et ça rappelle les affiches de Paris dans les années 1920. Il y a Bon Banania, le nègre avec ses grosses lèvres, bien charnu là, toute rouge et noir comme l'obscurité. Les yeux écarquillés avec des bananes en face. Donc pour eux, le nègre est resté. Le nègre est essentiellement cette figure. Il ne produit pas de connaissances. Il n'arrive pas lui-même à avoir un plan de vie. Parce que dans un plan de vie, il y a des étapes, mon frère Ngos. Vous n'avez pas commencé journaliste à ce niveau. Vous êtes passé par des couloirs. Vous êtes allé dans tel média, vous avez présenté tel type de format, puis vous êtes allé aujourd'hui, vous êtes en train de développer un journal, un média. Et demain, vous devenez un patron, vous pouvez devenir un grand patron de presse, avec peut-être un groupe de presse. Mais est-ce que ça veut dire que les anciens patrons qui vous ont employé, ils ont toujours été patrons. Est-ce qu'ils vont dire que c'est grâce à eux que vous êtes devenu M. Ngos? Ils n'étaient pas la condition sine qua non de votre réussite. Mais dans votre passage, vous les avez croisés. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous décidez de les honorer, vous allez reconnaître le rôle de chacun dans votre vie. La vie est ainsi faite. Que la France retienne cette leçon. La France fit-elle finalement ses démons avec ce film Tirailleurs qui est sorti mercredi dernier dans les salles, et on a l'impression finalement qu'il n'aura pas beaucoup de vues et il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont aller au cinéma. Est-ce pour dire finalement que toute la France, quelle qu'elle soit, est raciste? Vous avez vu que les salles, tous les tickets ont été vendus. Il y a 2 jours, j'ai vu Omar nous dit merci, tous ceux qui sont allés voir. C'était sur Twitter. Merci. Il y a 2 jours. C'était comble. D'ailleurs, il a vendu plus de tickets. Il a vendu tous les tickets et on planifie maintenant des nouvelles projections du film. Donc, ça se vend bien. Ça a été un bon buzz qui lui permet aussi de mieux vendre le film. Donc, merci aussi pour la communication qui a été contre-productive, qui voulait en fait affaisser l'audimat du film. Omar va bien vendre son film. Moi, depuis qu'il en parle, ce que nous pouvons lui demander, Omar, mets-nous ça pour nous. Tu sais qu'en Afrique francophone, en Afrique, il n'y a pas les moyens. Donc, mets-nous ça en libre, comme le gars de K2019 a fait avec la pyramide de Khéops. Mets-nous ça en libre, que nous puissions nous aussi voir ce film. C'est vrai, il a dépensé de l'argent, mais peut-être après une période, il peut mettre ça en libre. Parce que c'est un film qui va rentrer dans l'histoire commune, la mémoire africaine. Mais nous allons défendre un élément au-delà du titre, ou bien sur le titre, Tirailleurs. Nous pensons que continuer de rabâcher les faits avec ce concept de tirailleurs, ça donne l'impression que ceux-là ont raison de les appeler. Parce que c'était une moquerie, c'était une expression ironique. On disait qu'ils tirent ailleurs. Donc ils ne tirent pas, ils ne sont pas à droit. Ils ne sont pas à droit. Tout ça, c'est toujours pour dénigrer le... Oui, il fallait dénigrer. Ils ne savent pas tirer. Si quelqu'un est devant eux, ils vont tirer à gauche. Donc, ils vont le rater. Jonathan Matenguenek, ils ont réussi. 4 jeunes gens seront rapatriés dans les jours qui viennent. Décision qui a été prise d'ailleurs par les autorités françaises. Mais au-delà de ça, les derniers tirailleurs qui ont sauvé la France, d'ailleurs... Bon, non, on les appelle tirailleurs. Bon. Les derniers, les Africains, les libérateurs, les Africains libérateurs. Aussi, on a pris la décision avec les autorités françaises de les rapatrier dans leur maison avec une indemnité vieillesse. On décide de les rapatrier avec une indemnité vieillesse. Ça fait partie de ces politiques de musellement, ça fait partie de cette technique dictatoriale, de cette dictature qui règne en France. Cette dictature est déjà brutale avec le peuple français.
C'est-à-dire les Caucasiens européens et les Caucasiens français, elle ne sera pas plus tendre avec les Noirs. Parce qu'il y a d'abord ce préjugé raciste qui encadre la vie politique française. On a vu comment on a rappelé à ce Noir au Parlement qu'il fallait qu'il rentre en Afrique. Et il a voulu se justifier, il dit même qu'il n'est pas venu en Afrique, ça fait des années. On lui a déjà rappelé qu'il prenne ça très au sérieux, parce qu'un jour, ça lui reviendra en plein dans le visage. Et c'est ce qui se passe avec cela. C'est dit que pendant que vous êtes en France, vous devez simplement vous mettre dans les rangs. C'est la dictature, c'est le totalitarisme. Vous devez vous fondre dans le rang. Vous devez devenir un individu conformiste. Et c'est exactement comme ça qu'ils sont en train de penser le nouvel ordre mondial. L'homme sera dressé selon un canevas. C'est pourquoi nous avons accusé cette oligarchie qui ne veut pas entendre un son de cloche différent des thèses qu'elle avance sur l'histoire et des thèses qu'elle avance sur la vie politique et économique d'un peuple. C'est ce qu'elle est en train de faire en Europe. Ces Africains, s'ils sont rapatriés, nous n'allons pas pleurnicher. Qu'ils reviennent, l'Afrique n'est pas un mouroir. Pendant tout leur séjour, pendant les 5 années qu'ils ont fait, plus de 5 années qu'ils ont fait dans les Ardennes, ils travaillaient pour de grandes entreprises, il n'y avait pas de problème de papier. Finalement, parce qu'ils ont joué dans un film Tirailleurs de M. Vadepied avec Omar Sy, tout de suite, ils sont devenus les ennemis publics de la République française. Tout à fait. Quand vous êtes dans une dictature, on ne défie pas le dictateur. Il peut fermer les yeux sur toutes les erreurs que vous commettez, mais le jour où vous le défiez, il s'en souvient. C'est ça, le dictateur. Donc, c'est un régime de l'arbitraire. Ça montre que tout là-bas, ça ne fonctionne pas sur l'état de droit comme on nous a toujours raconté. C'est des républiques bananières. Et nous avons toujours ce concept qui est de plus en plus partagé. La tiers-mondisation de la France. C'est ce qui est en cours. C'est la tiers-mondisation de la France. C'est-à-dire tout ce qu'eux, ils moquaient dans ce qu'ils appelaient le tiers-monde. C'est ce qu'ils sont en train de commencer à vivre. Et ce n'est que le début. Ils commencent déjà par bâillonner les artistes, c'est-à-dire les comédiens. Ils vont bâillonner les journalistes. Pas seulement ceux de RTL. Ils vont bâillonner même leurs propres journalistes qui auront le courage d'avoir un discours contre la doxa officielle. Ils vont les bâillonner. Cette France est en train de tomber dans la nuit des temps, la nuit de l'histoire. Une France qui refuse sa propre histoire. On n'a pas inventé, Omar Sy n'a pas inventé cette histoire. Les historiens français qui sont sur le territoire et qui enseignent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale peuvent simplement rappeler aux Français. Ça aurait été un bon moment de voir des historiens convoqués dans des débats pour exhumer des faits de cette mémoire. Parce que les faits de cette mémoire existent, tant dans les archives que dans les recherches qui ont été commises. Mais au lieu de ça, on commence à bâillonner les artistes. On dit, c'est vous qui avez joué le mauvais rôle. Il ne fallait pas jouer ça. Il fallait jouer le bon comique dans un film. La France veut refouler ce sujet? Elle le refoule. Ça fait partie des phénomènes qu'elle refoule dans son inconscient collectif. L'idée que les Africains l'ont libéré un jour, c'est une idée qui totalement met à faux le narratif sur la France généreuse en Afrique. Première guerre mondiale, eux-mêmes selon leurs chiffres, 200 000 Africains. 400 000. 400 000, selon les chiffres africains, mais selon eux, 200 000. Seconde guerre mondiale, ils disent également 200 000. Mais nous savons encore que là, c'est trop. C'est faux. Ils disent pour l'Indochine, 60 000. Là encore, nous savons que c'est faux. Disons que c'est plus d'1 million d'Africains qui les ont sauvés les miches. Ils refoulent aussi ça. En Indochine, même nous ne sommes pas allés là-bas sauver. Ils sont venus prendre des gens ici pour les amener combattre les Asiatiques. Et c'était le plus gros contingent dans les batailles. Ils avaient près de 200 000 hommes. Et les Africains étaient là-bas plus de 100 000. Ils ont amené les Africains, pour combattre contre le Troisième Reich. Là-bas, on ne connaît même pas les statistiques. La Première Guerre mondiale, les 400 000 qu'ils ont pris, c'est les historiens qui aujourd'hui ont réussi à mener cette estimation.
Les Asiatiques même qu'ils ont pris ne connaissent pas le nombre. On parle d'1 million d'Asiatiques qui se seraient déplacés dans la Première Guerre mondiale. Vous savez, tous les territoires, le Vietnam, ils appelaient ça Indochine, tout ça. Ils les ont pris là-bas en masse, ils les ont amenés. La France, est-ce que vous voyez la France honorer toutes ces personnes? Non. Tout ce qu'ils font avec leurs copains de l'OTAN, le 14 juillet, ils consacrent, avant les commémorations du 14 juillet, lorsqu'il y a les commémorations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils consacrent l'essentiel de leur temps à honorer les soldats des États-Unis, de l'Australie, de l'Angleterre et les combattants de l'Est. Pour les Africains, on les réunit tous sur un porte-avions, le Charles de Gaulle généralement. On dit, bon, venez tous là, on va vous mettre là en rang et puis vous défilez. Voilà, les Africains nous avaient aidés. Et ça passe généralement comme une parenthèse de l'histoire de la France. Pourquoi? Parce qu'il faut occulter le rôle majeur des soldats africains. La France se bat pour que jamais on ne connaisse que la liberté dont elle a fait un élément cadre de sa devise. Cette liberté, elle la doit aux Africains également. Et que l'Afrique ne vient pas commander, ne vient pas mendier. Les fils de l'Afrique qui arrivent en France contribuent au rayonnement de la France. Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, Karim Benzema. On peut encore citer d'autres. Hein. Ils sont nombreux. Les Umtiti, les Sissoko, comment on appelle le Ghanéen, là, celui qui était Desailly, les Desailly. Basile Boli et tous les autres. Basile Boli, tous ces gens. C'est les Africains qui font la France. Ils construisent la France. Les Yannick Noah. Je regrette même d'ailleurs que même lui, Bruno Attal, a commencé à tirer sur lui. Donc, il n'y a plus de limite là-bas. Vous avez vu le Graët, hier, il a tiré sur Zidane. Donc, la France est dans une situation où tous ces éléments qu'elle a refoulés dans son inconscient collectif, ces éléments sont en train de revenir. La mémoire a ceci de particulier, c'est que tout ce que vous avez jeté aux oubliettes, à un moment, ça lâche, généralement quand vous êtes sénile. Et c'est aussi le moment pour toute l'élite française de comprendre ça. C'est peut-être un signe, et nous on veut croire que c'est vraiment ce signe, que la France est sur la courbe du déclin. C'est lorsqu'on est vieux qu'on se souvient de ces anciens crimes. Parce que là, on fait face à ces crimes tous les soirs quand on dort. Et pour les tirailleurs, on ne veut plus qu'on les appelle tirailleurs. Non. C'est les afro-libérateurs de la France. Nos afro-libérateurs étaient de plusieurs nationalités. Et ils tiraient très bien. Les afro-libérateurs doivent être honorés au même titre que les États-Unis libérateurs, les vétérans des États-Unis et les vétérans de l'Australie et les vétérans d'autres pays. Nos afro-libérateurs de la France sont dignes et ont été des hommes d'honneur. Ils n'étaient pas des tirailleurs. Merci à vous, Jonathan Watengue, d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie, mon frère Ngoz. Et on ne va pas également oublier de voir cette image d'un soldat africain avec une arme à la main et pendant ce temps derrière, un soldat français qui se cache. Allez savoir ce qui se cache justement derrière cette image et n'allez pas me dire que c'est moi qui l'ai pris, c'est justement un Français qui l'a pris. Et comme le déclarait Mouktar Keïta, l'ingratitude est aussi comme le fleuriste qui se fait piquer par les fleurs qu'il cultive et entretient. Parfois, c'est aussi ça l'Afrique. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.